tout smart. Bonjour à toutes et à tous. Donc très heureux de faire cette présentation qui, je l'espère, suscitera des questions autour de la culture sécurité et des facteurs humains qui sont reliés. Donc moi je m'appelle Vincent Blache, je suis responsable développement de la thématique QSE et performance au sein du groupe Aftor. Je suis formateur, je forme sur les métiers du QHSE, mais aussi j'ai formé pendant 3 ans les nouveaux auditeurs MAS sur l'ensemble du territoire national, mais aussi, puisque depuis quelques années maintenant, le MAS s'est ouvert en Afrique. Auditeur QHSE et énergie depuis 17 ans maintenant et auteur aussi de différents ouvrages autour du QSE. Pourquoi le sujet culture-sécurité? Et avant de regarder l'aspect culture-sécurité, c'est d'abord la notion de culture. Dans mon travail et dans mes fonctions, je dois réfléchir à ce que seront les référentiels de demain en matière justement de QSE. Et depuis 5, 6, 7 ans, la tendance est aujourd'hui à orienter ou du moins réfléchir sur justement ces approches de culture parce que dans les référentiels actuels, la tendance est de dire qu'au niveau des techniques, des procédés, de tout ce qui est un petit peu outils mécaniques et robotiques, on avance de façon très importante et on commence à avoir des résultats très bons. Mais aujourd'hui, ce qui fait malheureusement la variable, tant sur les problématiques de qualité que d'environnement ou de sécurité, eh ben, c'est la variable humaine. Et l'approche de la culture est aujourd'hui un des leviers qui semble être un des axes d'amélioration pour les performances en matière de QHSE. Alors, on m'a demandé effectivement, et j'ai aussi motivé le sujet de la culture sécurité, car aujourd'hui, on se pose donc beaucoup de questions. Mais d'abord, il faut comprendre ce qu'est la notion de culture. J'ai voulu reprendre les termes d'un entrepreneur de la Silicon Valley. Alors, on peut critiquer ou pas, mais ce qui est intéressant, c'est l'angle qu'il veut mettre en avant. Il dit la culture, ce n'est pas un ensemble de règles magiques qui font que l'ensemble des salariés d'une entreprise se comportent exactement comme on aimerait qu'ils le fassent. C'est plutôt un système de comportement que l'on espère, et je dis bien que l'on espère, que la plupart des gens adopteront la plupart du temps. Ça veut dire qu'effectivement, on est sur une variable et on espère que majoritairement, cette variable utilisera les bons comportements la majorité du temps. Ces variables-là et la notion de culture vient de 4 angles. La première, c'est d'abord la notion d'appartenance. Quand on rentre dans une entreprise, il faut d'abord qu'on en identifie un petit peu les codes, dans quel secteur d'activité l'on est, quelle est un petit peu finalement la logique sécuritaire du secteur d'activité dans lequel je rentre. La deuxième, dans cette approche culture, c'est un peu les croyances ou les valeurs que chaque individu peut avoir et essayer de comprendre si ces croyances et valeurs sont en adéquation avec celles de l'entreprise dans laquelle on rentre. Il y a aussi la notion de peur ou de crainte. Chaque individu a ses propres peurs, ses propres tabous, ses propres questionnements qu'il faut être capable de décoder ou de comprendre pour savoir si dans une situation ou une autre, cette personne peut adopter un comportement qui viendrait être difficile ou amener des effets malheureux. Et puis la dernière chose dans l'approche de la culture, c'est cette notion un petit peu d'histoire que chaque entreprise a, suivant qu'elle existe depuis des années et des années, ou au contraire, une start-up qui vient de grossir. On a des approches d'histoire et de choses sur lesquelles se référer qui peuvent être différentes. Ça, c'est la notion de culture d'entreprise qui s'associe à ces 4 angles. Si on focus maintenant sur la culture sécurité, et là, je vais mettre un petit peu ma casquette d'auditeur,
Je dirais que la culture sécurité, c'est ce qui se passe réellement sur le site quand les managers ont le dos tourné. Puisque, je suppose que c'est votre cas, vous avez tous mis en place déjà des règles en matière de sécurité dans l'entreprise, les audits, les procédures, tous les éléments d'un système de management de la santé sécurité qui font que vous avez, des jalons, des pratiques et des éléments que vous espérez que les salariés vont appliquer 100 du temps. Et donc, la véritable culture sécurité, c'est celle qui fait que les salariés se comportent d'une certaine façon, surtout quand vous n'êtes pas là. Alors, si on veut rentrer dans une définition on va dire sémantique ou avec un petit peu plus de contenu, la culture de la sécurité est un ensemble de manières de faire et de penser largement partagées par les acteurs d'une organisation sur le sujet de la maîtrise des risques, liés bien évidemment à leur activité. Donc forcément, on est focusé sur la vision de la maîtrise des risques, peu importe l'activité que l'on fait, peu importe le moment où on le fait et peu importe avec qui on le fait. Mais la culture sécurité, c'est avant tout 3 composantes qui la définissent. Tout d'abord, dans son entreprise et dans votre secteur, ce sont d'abord beaucoup d'éléments. Si vous êtes surtout du secteur industriel, vous avez beaucoup d'éléments techniques, industriels, des procédés ou aussi des éléments techniques liés aux équipements de protection collectifs ou individuels que vous pouvez donner à vos salariés dans le cadre de leur activité. La vision qu'on appelle technique. La deuxième composante, c'est celle de la mise en place d'un système de management santé-sécurité, là aussi avec des exigences, des jalons et des moments de mesure de cette performance en matière de santé-sécurité. La troisième composante, qui elle est la plus subjective ou la plus complexe à appréhender, ce sont les facteurs humains et organisationnels. Puisque je pense que tout le monde sera d'accord de dire que c'est pas parce que vous avez l'ensemble des outils à votre disposition, que vous avez mis en place les règles d'application, que tout va se passer comme vous voulez. Donc, ce facteur humain organisationnel, c'est la troisième composante et la plus complexe de la vision de la culture sécurité. Si on fait un petit peu un état des lieux depuis ces fameux 5-7 ans, on constate que dans bon nombre d'entreprises, la question de la culture devient un sujet prépondérant, voire un enjeu de société ou du moins un enjeu pour bon nombre de secteurs d'activité. Prenons le cas de Boeing. Vous avez tous entendu ces dernières années, voire même ces derniers mois, l'augmentation de différentes problématiques liées aux avions de Boeing. Et aujourd'hui, Boeing enfin pas aujourd'hui, mais du moins déjà depuis quelques années, Boeing s'est posé des questions sur son angle d'attaque et puis surtout son organisation vis-à-vis de ses salariés. Je vous ai mis à l'écran donc ça vient du Figaro, un petit extrait d'un article du Figaro qui mentionne que aujourd'hui, c'est un changement culturel profond chez Boeing qui doit être axé à la fois sur la sécurité du personnel, sur la sécurité des produits et sur la qualité des produits, plutôt que sur l'angle du profit, de la compétitivité et de la performance. C'est l'aspect culturel qui doit être remis sur le devant de la scène et remettre l'importance de l'humain au cœur de l'activité de Boeing. Pourquoi? Parce que dans tout, tous les audits ou tout ce qu'ils ont pu mettre en place pour détecter pourquoi aujourd'hui ils avaient des problèmes, c'est majoritairement sur la position du salarié. Et quand on dit la position du salarié, c'est finalement son ancrage dans la société, son implication, son écoute et aussi finalement la façon dont il pouvait travailler dans l'entreprise qui a mis en avant qu'aujourd'hui, c'était majoritairement ça
qui avait fait qu'il y avait une culture d'entreprise, malheureusement, qui avait pris un angle qui aboutissait aux problématiques que vous avez tous entendues. Si on fait aussi un point sur les différents audits santé-sécurité qui peuvent remonter de plusieurs référentiels, hein, que ce soit lié au MAS ou que ce soit lié à l'ISO 45001 ou d'autres référentiels en matière de santé-sécurité, la plupart des remontées qui sont faites de responsables sécurité ou de dirigeants, c'est que malgré la mise en place de systèmes de management, malgré la mise en place de procédures documentaires, les comportements dangereux ne diminuent pas. L'implication du personnel est à ce jour leur principale difficulté, alors que pourtant la sécurité est rabâchée en permanence. Donc si on veut rentrer un petit peu dans le détail de ces facteurs humains et de la vision sécurité, on doit d'abord comprendre c'est quoi qui joue, qu'est-ce qui joue, quelles sont les caractéristiques qui jouent sur l'influence de la culture, et notamment la culture organisationnelle. La première chose, c'est de comprendre l'iceberg des comportements. Il y a, donc là aussi, sous la ligne de flottaison, la manière de penser. Tout ce qui est perception, représentation, croyance ou valeur de chaque salarié à l'intérieur de l'entreprise. Chaque individu est unique et peut avoir des perceptions sur une situation, sur un événement, sur une façon de faire qui lui est propre. Bien évidemment, cette façon de penser-là va se matérialiser sur la manière de faire. Et donc là, c'est le comportement visible, au-dessus de la ligne de flottaison. Qu'est-ce qui va influer sur ces manières de penser, ces manières de faire? D'abord, l'organisation que vous aurez mis en place dans l'entreprise. Donc là, on parle du système de management de la santé-sécurité. Vous avez mis en place des procédures, des documentations. Est-ce que tout le monde les comprend de la même façon? Est-ce que tout le monde a là aussi une lecture claire de ce qui lui est demandé? Il y a ensuite l'approche individuelle. Chaque personne est différente et on verra justement comment être en capacité à identifier ce que chaque personne peut penser de façon individuelle. Il y a l'aspect collectif. On sait tous et on sait très bien que collectivement, les personnes peuvent réagir de façon différente de ce qu'elles feraient si elles étaient seules, parce que on a toujours à l'intérieur d'un collectif, et ça, je pense que ça va faire écho, notamment aux jeunes générations, à des influenceurs. Dans une entreprise, on a aussi des influenceurs, des personnes qui parlent un peu plus fort, des personnes qu'on écoute parce qu'on considère qu'ils ont plus d'expérience que nous, ou des personnes qui savent s'imposer. Est-ce que ces notions, des fois, d'influenceurs sont les bonnes pratiques à entendre, ou au contraire, ce sont des pratiques plutôt qu'il faudrait transformer ou modifier? Et puis, bien évidemment, le troisième point, c'est l'environnement extérieur, la vision de la société, sur lequel, effectivement, les manières de faire ou de penser peuvent jouer. Et là, où ça influe aussi beaucoup, c'est sur les catégories socio-professionnelles. On peut considérer que des catégories socio-professionnelles différentes réagiraient de façon différente en fonction d'un événement. Est-ce que cela veut dire finalement qu'il faut aussi penser générationnel? Quand vous avez dans une entreprise, on a même déjà aujourd'hui dans une entreprise, 3 générations, voire dans certains cas, ça m'est arrivé pendant un audit, d'avoir une personne, c'était le dirigeant qui avait 87 ans, qui avait sa stratégie et sa vision de pensée et qui avait, c'était une TPE d'à peu près 12 personnes, mais sur ces 12 personnes, vous aviez 3-4 personnes qui étaient de la génération Z. Et quand vous avez cette multiplication de générations, c'est critiquable hein, ce qu'il y a à l'écran. Ce n'est pas une vérité en soi, c'est plus pour venir un petit peu illustrer ce que l'on peut imaginer des plus, du moins des plus et des moins, si on peut le dire comme ça, des générations X, Y et Z, que l'on voit aujourd'hui travailler dans une entreprise. Je pense que moi qui audite aussi dans le domaine du BTP ou d'autres secteurs d'activité, j'ai parfois à auditer sur le terrain des équipes sur lesquelles j'ai un chef d'équipe qui a 58 ans,
qui est accompagné d'un intérimaire jeune qui a 18 ans et accompagné d'un jeune, ou du moins, oui, un jeune qui a plus une trentaine d'années et qui commence à avoir 7-8 années d'expérience. En fonction de qui est l'influenceur à l'intérieur, et parfois, c'est pas forcément le chef d'équipe ou le plus ancien qui est l'influenceur. C'est quelqu'un qu'on vient écouter parce qu'on considère que la façon dont il amène les sujets euh, est, euh, est plutôt intéressante et on a tendance à l'écouter un petit peu plus. Mais on voit qu'effectivement, cette approche des générations, si on la mixe avec la vision des catégories socio-professionnelles et si on la mixe avec l'iceberg des manières de faire ou de penser, font qu'on peut se retrouver dans des situations complètement différentes en fonction des équipes collectives que l'on peut mixer. C'est vrai que euh, ce que vous avez, encore une fois, à droite, les plus et les moins d'une génération à une autre, je suis sûr que si je demande à chacun d'entre vous ce qu'il en pense, vous direz oui, ça me parle à peu près, ou non, c'est n'importe quoi, on ne peut pas généraliser. Bien sûr qu'on ne peut pas généraliser. Ce sont des tendances. Par exemple, si on prend la génération X, donc celle née entre 1960 et 1980, on considère qu'elle a plus le sens de l'autorité et de l'écoute de la hiérarchie, mais ce n'est pas forcément des grands communicants. Et c'est vrai que si on va dans beaucoup d'entreprises, on s'aperçoit que les gens qui ont une trentaine d'années sont souvent considérés comme des experts dans leur domaine, mais parfois, ce ne sont pas forcément ces personnes-là que l'on va utiliser comme les profils pour accompagner ou coacher des nouveaux ou jeunes dans l'entreprise parce qu'on considère que la communication n'est pas suffisamment une force de leur côté. Donc, plutôt une écoute de la hiérarchie, mais une difficulté dans la communication. Les générations Y de 80 à 95 sont plutôt des gens qui ont une bonne adaptation, une bonne autonomie, sont capables d'être force de proposition, mais en même temps, on commence à avoir un sens plutôt relatif à la hiérarchie. C'est-à-dire qu'effectivement, ce côté autonomie est parfois un peu en bisbille avec la notion de suivre on va dire les préconisations de la hiérarchie, et sur lequel, là aussi, il commence à y avoir une vision d'implication qui peut être différente de la génération X. Et si on regarde la génération Z, née après 95, on voit que là, la relation à la hiérarchie peut être encore plus complexe, non pas qu'il n'y ait pas de notion de respect, mais qui est plutôt une notion là aussi d'aller même un peu plus loin que l'autonomie, mais même la notion d'indépendance. Et qu'effectivement, la jeune génération est plus enclin à vouloir épouser les valeurs d'une entreprise qui lui ressemble et se mettre parfois en opposition si les valeurs de l'entreprise ne reflètent pas ce qu'elle pense. C'est plutôt, encore une fois, des tendances. Mais si vous mixez des personnes de ces générations différentes avec la composante de la catégorie socio-professionnelle et qu'en plus, vous voyez aussi qu'il peut y avoir des manières de faire ou de penser différentes, vous pouvez vous retrouver dans des situations de travail où la personne, l'influenceur et les pratiques vont pouvoir ou peuvent amener malheureusement parfois à des risques et donc des conséquences en matière de sécurité. Si on focus sur cet aspect facteur humain et organisationnel, il faut avoir là aussi plusieurs angles. Le premier, c'est d'abord de se poser la question, c'est quoi ces fameux facteurs humains et organisationnels? De quelle source ils découlent? Ils découlent d'au moins 4 familles. La première, et on va commencer par le bas, c'est d'abord l'individu. L'individu, de par la façon dont il a grandi, les études qu'il a faites, l'environnement dans lequel il a grandi et autres, vont lui amener, là encore, des manières de penser, des manières de faire qui lui sont propres. Ensuite, vous avez des facteurs humains organisationnels qui débouchent de situations de travail
ou d'environnement de travail qui peuvent amener aussi à des manières de penser différentes, suivant si vous êtes à travailler dehors dans le domaine du BTP ou si vous êtes amené à travailler sur un poste de travail dans un environnement plus fermé, vous pouvez être amené là aussi à déployer des attitudes ou des comportements différents. Le travail en collectif, entre le fait de travailler seul ou collectif, vous amène aussi parfois à des comportements sur lesquels vous allez prendre sur vous ou au contraire ne pas vous laisser faire. Et donc, ça risque aussi de créer des comportements différents. Et enfin, l'organisationnel, ce que peut pousser l'entreprise à faire par le biais de procédures, de modes opératoires, en fonction des activités. Ces éléments, ces facteurs humains et organisationnels, on va le voir juste après, sont motivés par ce qu'on appelle des activateurs. Ces activateurs qui découlent des facteurs humains vont donc amener des comportements sur le terrain, des comportements en situation de travail. Ces comportements sont axés majoritairement par deux tendances. Celle qui est liée à la conformité, à l'application des règles. Et là, effectivement, on peut voir que, en fonction des individus ou des générations, on a une tendance à vouloir se conformer aux règles plus ou moins fortes. Et puis la tendance, à l'inverse, de la proactivité, la capacité à ne pas forcément se conformer, mais tout de suite vouloir appliquer. Et forcément, ça va amener des effets. Et c'est là aujourd'hui ce que vit Boeing, c'est-à-dire qu'il y a des résultats sur la production qualité, et donc la qualité des pièces et des produits réalisés. Il y a des effets sur la sécurité industrielle au regard des équipements et des machines. Et enfin, il y a les résultats en matière de santé et sécurité au travail, l'accidentologie. Donc là maintenant, je vous propose de faire ce focus après les facteurs humains sur cette notion dont je vous ai parlé d'activateur. Alors, je m'étais dit, je ne sais pas si on avait le temps ou pas, mais déjà à cette étape-là, vous posez la question, si je n'ai pas de réponse, c'est pas grave, je déroulerai, mais avez-vous déjà remarqué des attitudes différentes en fonction d'une situation de travail que vous considérez dangereuse, que vous avez considérée parce que vous y étiez, comme je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent ce qu'on appelle des VCS, des visites comportementales de sécurité, qui consistent à vous mettre un peu en retrait et regarder des pratiques au travail d'une équipe ou autre. Est-ce que vous avez déjà remarqué des attitudes différentes sur une situation dangereuse qui pouvaient impliquer plusieurs personnes et sur lesquelles vous êtes posé la question de l'angle générationnel ou de l'angle de la catégorie socio-professionnelle ou d'autres type de facteurs? Alors, je ne sais pas si c'est... N'hésitez pas à ouvrir vos micros pour répondre ou à le mettre directement dans le chat. Ouais, je laisse 5 secondes. Si j'ai pas forcément de réponse, peut-être que j'en aurai après coup. Forcément, on le verra tout à l'heure, mais quand on commence à donner des explications sur l'angle humain, on rentre dans une relation compliquée. On est sur un sujet tendancieux parce que ça percute nos croyances et nos valeurs. On a tendance, quand on travaille sur la santé-sécurité, à vouloir considérer que tout le monde pense pareil, que tout le monde est pareil, tout le monde va comprendre les mêmes choses et tout le monde va appliquer les mêmes choses. Le fait d'après se dire, bah non, il y a quand même des catégories, non pas qu'on veuille les faire, ces catégories, mais on doit se poser la question de ces catégories, qu'elles soient générationnelles, qu'elles soient liées à la catégorie socio-professionnelle ou qu'elles soient liées à d'autres tendances. Entre le PDG de 87 ans dont tu parlais tout à l'heure et une jeune personne à l'aise sur la technologie, on n'aura forcément pas la même façon d'expliquer les choses, j'imagine, sur une machine technologique à utiliser avec un écran tactile et plein de boutons, etc. Et il y aura forcément des choses à prendre en compte, j'imagine.
Mais c'est tout à fait ça, et c'est surtout la façon d'appliquer les choses. Je ne citerai jamais cette entreprise parce que ça fait partie du secret de l'auditeur. Mais typiquement, la façon, cette entreprise est certifiée QSE, ce qui est déjà très bien pour une TPE. Même s'il y a 12 personnes, on commence à être sur un début de PME, mais voilà. Bref. Le dirigeant, il a une vraie vision de la santé-sécurité d'application. On applique et puis c'est tout. On ne doit pas se poser d'autres questions. Il ne comprend pas pourquoi certains jeunes n'appliquent pas les règles comme il voudrait qu'elles soient. Et il a du mal à entendre les notions de critique. Et effectivement, les quelques intérimaires qui étaient là et qui avaient aussi une vision sécurité qui était bonne, mais qui était la leur, euh, euh, se mettaient, bon gré ou mal gré, un peu en confrontation avec cette vision un peu paternaliste. Et quand on regardait justement le système de management de sécurité qui avait été créé pour l'entreprise, on voyait qu'elle n'était pas parlante pour tout le monde. Même si elle reprenait des éléments intéressants, elle n'était pas parlante pour tout le monde. Et c'est là justement où on rentre sur la notion des activateurs dont je parlais tout à l'heure. Peut-être que certaines la connaissent, mais c'est pas parce qu'on la connaît qu'on l'applique. La méthode ABC, donc A pour activateur, B pour behavior en anglais comportement, et C pour conséquence. Ce qui va faire qu'une personne, un individu dans l'entreprise va appliquer un comportement, c'est l'activateur qui va s'allumer dans son esprit en fonction de la situation qu'il vit. Soit cet activateur est lié à un environnement de travail. L'environnement de travail est contraint, sale, difficile, température excessive, des éléments contraints de l'environnement de travail. Soit ce sont des choses liées à la culture d'entreprise qui vont le marquer. Quand je dis culture d'entreprise, ce sont les pratiques de dire peu importe la situation, dans l'entreprise, même quand il fait 40 degrés, tu dois porter toutes les combinaisons en matière de santé et sécurité. C'est d'abord le port des EPI, l'élément premier. Après, ça peut être l'éducation. Là, on rentre dans quelque chose qui est encore plus tendancieux que le reste. C'est cette vision finalement catégorie socio-professionnelle, mais aussi peut-être des fois le milieu dans lequel on vit et sur lequel on a évolué, qui fait qu'effectivement, on peut avoir des manières de voir une situation, de la penser ou de voir comment on pourrait l'améliorer qui nous est propre. L'expérience de la vie aussi. L'expérience de la vie, parce qu'on a vécu des choses qui nous paraissent similaires à la situation de travail qu'on vit actuellement, fait qu'on va développer un comportement qu'on a eu l'habitude de faire, parce que par le passé, ça ne nous a pas amené de conséquences négatives. Ces activateurs-là, en fonction de celui que l'on allume, vont nous amener à un comportement précis. Soit on va respecter les règles, parce que expérience de la vie qui fait que j'ai toujours respecté les règles et j'ai jamais eu de problème, donc je vais continuer. Soit on va se questionner, apporter un doute, se mettre en retrait, parce qu'on a plutôt tendance à se dire que tant que tout n'est pas là, je ne fais pas un pas de plus. C'est un peu la notion de mise en sécurité. Soit on est plutôt sur une tendance de proactivité, parce que nos expériences de la vie, nos intérêts ou nos besoins font qu'à chaque fois qu'on a été proactif, ça nous a bénéficié. Et ces comportements, forcément, vont amener des conséquences. Les conséquences, les résultats. La plupart du temps, et heureusement, aucune conséquence. Parfois, c'est l'incident, où on a réussi à éviter la problématique pour la personne, mais peut-être qu'on a malheureusement des conséquences sur le matériel ou d'autres éléments, ou malheureusement l'accident final. Et donc, pour être capable là aussi d'avoir cette vision des fameux activateurs, il faut connaître les personnes. Et bien évidemment, je suppose qu'aussi la plupart d'entre vous, vous dites, ça c'est pas facile.
de connaître les activateurs de chaque personne. On rentre dans la bulle, dans la sphère individuelle de la personne. Quand elle vient dans l'entreprise, elle est là pour réaliser une activité, réaliser une tâche. En contrepartie, elle a un salaire. Vous avez des personnes qui sont capables de rester très longtemps le soir et des personnes qui disent bah non, là c'est la fin de la journée, je dois m'en aller. Et ça, c'est propre à chaque personne et ce n'est pas critiquable. La seule chose, c'est que comprendre les comportements qui vont être activés, il faut connaître ces activateurs. Et pour connaître ces activateurs, ça va passer par la mise en place dans une culture d'entreprise de différents éléments et aussi des éléments de questionnement et des éléments de transparence. Dans le diagnostic de l'existant, parce que vous l'avez compris que forcément, quand on veut faire un point sur la culture, et notamment la culture sécurité, il faut faire un diagnostic de l'existant et interroger les manières de faire et de penser. Pour ça, c'est une vision, là aussi, encore une fois, à 3 orientations. Nous, dans la pratique de la culture sécurité, quand on va faire un diagnostic culture sécurité en entreprise, on regarde d'abord le système de management santé-sécurité, forcément, puisqu'il va déjà nous donner des indices sur la façon dont l'entreprise a voulu faire passer des messages. Donc, on va regarder les processus, l'organisation, les services, les procédures, les modes opératoires, tout ce qui compose, et les indicateurs, bien évidemment, tout ce qui compose le système de management santé-sécurité par majoritairement une analyse documentaire, mais aussi des approches d'audit. On peut regarder, et même on va regarder, les comportements et les pratiques par le biais d'immersion terrain, de visites comportementales de sécurité, sur lequel, comme vous le faites certainement, vous vous mettez en retrait et vous observez les pratiques. Et la base de ce diagnostic, l'élément le plus important qui va pouvoir permettre de traiter les leviers, c'est la capacité à identifier les valeurs, les croyances et les perceptions des risques du personnel. Et pour ça, il faut créer des éléments de questionnaire anonymes euh, euh, permettant de donner la parole aux salariés. Quand je dis transparence, c'est lui faire comprendre que ce n'est pas, encore une fois, euh, pour le mettre en difficulté, mais permettre la façon de comprendre l'individu. Et donc, lui poser des questions pour se dire, ce que moi j'aime bien faire, c'est la vision miroir dans les questionnaires. C'est-à-dire que je lui pose la question d'une situation de travail ou d'un risque pour savoir ce qu'il en pense. Et en même temps, je lui pose la question de miroir en disant, est-ce que tu as l'impression que l'entreprise, par rapport à cette situation, elle te donne tous les éléments pour que tu puisses le faire de la bonne façon? Et si je me mets à avoir des deltas et des différences entre les deux, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Et si c'est pas passé, c'est soit parce que l'activateur de l'individu n'a pas été bien activé en fonction des procédures ou des documents qu'on lui a donnés. Ça ne lui a pas fait tilt, ça ne lui a pas activé quelque chose. Donc, le questionnement des salariés est un élément hyper important dans l'aspect culturel, non pas pour gêner la personne, mais au contraire, euh, on a besoin de savoir ce qui va faire tilt chez elle et pour qu'elle adopte le bon comportement. Ça, c'est pour la partie diagnostic. Une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, qu'on comprend les attitudes, les méthodes, les activateurs qui vont influer sur les comportements, il faut bien évidemment essayer d'avoir une vision de la culture sécurité intégrée. Et pour avoir cette vision de la culture sécurité intégrée, il faut d'abord se poser, il faut se poser là aussi plusieurs angles de réflexion. Le premier, c'est ce que vous voyez tout en haut. Encore une fois, la finalité, c'est une meilleure maîtrise des risques et donc forcément une baisse de l'accidentologie. Tout en haut, vous avez la conscience partagée des risques les plus importants.
Est-ce que vraiment tout le monde est d'accord sur les éléments qui ressortent du document unique, souvent fait avec des méthodologies d'application type fréquence, occurrence, gravité, etc., dans une logique tout à fait cartésienne et bonne, mais finalement qui ne parle pas à tous les salariés. Avoir aussi une culture interrogative. C'est sans cesse douter, et là je parle aux responsables sécurité, hein, douter des éléments de son document unique ou de ses risques significatifs pour donner la parole aux salariés afin de les interroger et notamment les interroger sur leur comportement. Une culture intégrée avec la mobilisation de tous, ça n'échappera à personne. Et c'est vrai pour n'importe quel référentiel, il faut que tout le monde, là aussi, soit sensible à ces sujets-là, et en premier lieu, la direction. Il faut une approche d'équilibre entre le régler et le gérer. C'est la notion de maîtriser quelque chose ou d'influencer quelque chose. Il faut travailler sur les fameux 3 piliers qu'on a vus tout à l'heure. Le technique, le système de management de la santé et sécurité et les facteurs humains et organisationnels. Il faut que les salariés, les managers, soient sensibilisés à la culture sécurité, qu'ils soient des promoteurs, mais qu'ils soient aussi sous une approche d'exemplarité. Et enfin, il faut une culture, bien évidemment, de la transparence pour que l'ensemble des générations, des catégories socio-professionnelles et autres voient effectivement des résultats et des éléments cohérents pour l'ensemble des salariés. Enfin, pour ancrer ces valeurs culturelles, après avoir questionné les salariés, après avoir diffusé un petit peu les éléments importants de la culture santé-sécurité, il faut nommer des ambassadeurs et des représentants. Le responsable santé-sécurité ne peut pas tout faire. Il faut des ambassadeurs de la culture sécurité. Le mieux, c'est que ce soit ces fameux influenceurs qui ont une attitude et une vision positive du changement et des comportements. Il faut communiquer régulièrement sur les valeurs et les résultats. Il faut maîtriser les changements qui peuvent avoir une incidence sur la culture sécurité. Ces changements, ça peut être des changements documentaires, des changements organisationnels, tout type de changements qui peuvent avoir une influence sur la culture sécurité et qui peut amener à faire changer les comportements. Bien évidemment, récompenser les comportements positifs, et je dirais même récompenser les comportements positifs ou qu'on peut juger positifs même d'une génération à une autre. Orienter les actions aussi en fonction des familles, des générations, des métiers, et encourager toujours les commentaires et pour justement faire évoluer cette culture sécurité qui n'est pas figée. La différence avec n'importe quelle autre approche, c'est que la culture sécurité demande du temps, énormément de temps, parce qu'on est sur la variable humaine. Tout smart.